Bonjour à tous et merci d'être présents sur ce nouveau webinaire à propos des secrets d'un projet IoT réussi. Je suis Laurie Maillac et je suis en charge de l'expérience utilisateur chez Sinox et je suis accompagnée de Yannick. Bonjour à tous, Yannick Lecroix, moi je suis support technicien IoT. Mhm. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, alors si j'arrive à faire passer les slides, nous allons parler donc d'un projet IoT réussi. Alors peut-être avant de commencer, je vais juste préciser que si jamais vous voulez interagir, n'hésitez pas à utiliser la partie chat de l'outil GoToWebinar. Il y a aussi une partie questions, donc n'hésitez pas à interagir, à ajouter du contenu, et puis nous, on essaiera de répondre aux questions. Alors si on les voit en même temps, et puis sinon, on fera ça à la fin. Donc aujourd'hui, on va vous parler tout d'abord des difficultés rencontrées parce que je pense que c'est aussi à partir de là qu'on arrive à tirer des bonnes conclusions, essayer d'analyser un petit peu les échecs qu'on a rencontrés ou que plutôt d'autres ont rencontrés aussi, pour ensuite en déduire des étapes à suivre finalement pour construire un projet IoT de bout en bout. Et enfin, on vous montrera quelques exemples réussis donc des déploiements qu'on a pu mettre en place. Donc, tout de suite, on va rentrer dans la partie difficultés rencontrées. Et là, en fait, on voit la première difficulté qu'on a vue auprès de nos clients, hein, c'est que l'IoT, bah, c'est quand même un monde à part, c'est un monde qui est vaste, c'est complètement un vocabulaire qui est complètement différent des vocabulaires métiers. On a beaucoup de termes techniques, c'est un domaine à part entière qui va interagir justement avec chacun des domaines métiers, que ce soit de l'agriculture jusqu'à la voirie. Ça peut aider vraiment beaucoup de secteurs. Mais à la fois, ça a quand même un bon nombre de termes techniques et parfois, ça peut paraître comme un gros nuage assez flou. Et d'ailleurs, quelques entreprises en ont fait les frais. Alors à cela d'ailleurs, on peut dire qu'une récente étude de Cisco montre que 3 projets connectés sur 4 sont des échecs. Et à cela, donc il faut ajouter donc le fait que 60% de ces projets dans l'IoT restent à l'état de POC, hein, donc de Proof of Concept, et que seulement 26 entreprises qui mènent ces projets connectés estiment que cela est une réussite. Donc bon, ce sont des chiffres qui peuvent donc un petit peu refroidir et faire peur comme ça de prime abord, mais après ils sont riches en enseignements, notamment donc pour 4 raisons. Enfin, il y a 4 raisons qui expliquent ces échecs. La première, c'est un délai de déploiement trop long. Pourquoi? Parce que très souvent dans un domaine fortement concurrentiel, l'opportunité à saisir n'est pas est relativement courte. Donc c'est quelque chose qu'il faut saisir au bon moment. Mhm. Après, il y a quelque chose d'important à noter, c'est le manque de collaboration entre la partie technique d'une entreprise et les équipes commerciales. Très souvent, pourquoi? Parce que ces projets de IoT sont souvent issus de chefs de projet ou de personnes techniques, et on va manquer parfois ce côté attente terrain, Mhm. voilà, au niveau du produit même. Ouais, donc on a un manque d'alignement en fait entre la stratégie finalement de toute l'entreprise, Tout à de tous fait, les services. tout à fait. Après, on note également un manque d'expertise en interne, et ce que cela va engendrer, c'est une faible qualité des données remontées. Voilà. Et ça, c'est important à souligner, puisque lorsque les données sont faibles, ce que ça engendre, c'est que on ne crée pas de nouveaux cas d'usage. Voilà. Mhm. Et ça, c'est un axe qui est vraiment primordial dans le développement d'un projet IoT. Et finalement, il y a donc un budget non maîtrisé lorsqu'on se lance dans un projet IoT. Et là, il faut retenir une chose, c'est que
Une fois que l'on a dit que 75% donc des projets IoT donc sont des échecs, il faut tout de même savoir une chose, c'est que pour 64% des dirigeants hein, donc derrière ces projets, ils sont donc 64 donc comment dire à retenir de leurs échecs pour ensuite accorder donc davantage de fonds pour mener à bien donc ce même projet IoT donc à l'avenir. Donc, il y a quand même une bonne volonté Tout au à fait, final. oui. Malgré quelques échecs qu'on a pu voir, des échecs un petit peu connus. Alors, ce que je peux dire là-dessus, Laurie, c'est que il y a donc des exemples donc, hein, qui parlent d'eux-mêmes. On peut parler de General Motors, qui en 2014 a dû rappeler donc de par le monde 4,3 millions de véhicules suite à un dysfonctionnement sur un logiciel qui est responsable donc du déclenchement de l'airbag, ça c'est dans les véhicules, et suite à donc un décès et plusieurs accidents. Donc, ils ont dû donc rappeler ces véhicules pour appliquer un correctif sur ce logiciel. Et Tesla, qui a fait le choix de connecter ces véhicules donc dès le début, n'a pas eu donc à faire un rappel de ces véhicules et à appliquer tout simplement une mise à jour hein, donc à distance de leur parc véhicule. Voilà. Donc, et là, forcément, hein, les économies réalisées ont été C'est considérable. très importantes. Après, le deuxième exemple à retenir, et c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est la montre connectée. Voilà, la montre connectée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle existe depuis les années 80 avec Palm OS. Et sur la photo que vous pouvez voir sur le slide, on peut d'ores et déjà donc constater que finalement elle a très peu évolué hein, depuis donc son idée de départ. Et c'est un petit peu le souci que l'on voit donc dans les projets IoT, c'est l'aspect voilà créer de nouveaux cas d'usage. Et finalement, on se rend compte que la montre connectée n'apporte rien de nouveau en termes de cas d'usage. Finalement, elle ne fait rien de plus qu'un téléphone portable. Voilà. Et finalement, elle est complémentaire au téléphone portable, mais elle ne révolutionne pas le genre. D'accord. Donc, du coup, on a vu un petit peu les exemples à ne pas suivre. Nous, de là, on a essayé d'en déduire des étapes incontournables pour suivre, du coup, son projet IoT. Alors là, ça va être plutôt, même, je dirais, des règles plutôt que des étapes, hein, parce qu'on peut les avoir à tous les niveaux. Et qu'on ne sait pas où on va en termes d'objectifs, si ces objectifs-là ne sont pas alignés avec la stratégie globale de l'entreprise, à ce moment-là, à un moment donné, il y aura toujours un souci. C'est très important de les définir en amont pour pouvoir justement après valider éventuellement le proof of concept qui a été mis en place ou même directement le déploiement, mais c'est vraiment très important de partir avec des objectifs clairs et de savoir où on va et exactement ce qu'on attend justement des objets connectés. La deuxième règle, ça va être le côté expérience utilisateur. On n'y pense pas toujours, mais le fait de remonter des données de façon automatisée, ça va modifier complètement l'expérience, le mode de fonctionnement à tous les niveaux de la chaîne. C'est-à-dire qu'un employé qui aujourd'hui avait l'habitude d'aller récolter la donnée sur le terrain avec un planning précis, etc., à ce moment-là, cet employé-là, ça va peut-être lui faire modifier sa façon de travailler. Il va peut-être justement devoir se connecter sur une plateforme, avoir complètement une autre expérience de son métier. Et donc, c'est important de bien prendre ça en compte pour justement l'anticiper et s'assurer que tout le monde est prévenu, qu'on a la validation de tous les services, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Ensuite, on a deux autres règles à suivre, Yannick. Alors, la troisième, c'est savoir appréhender donc toutes les exigences techniques. Cela revient à se demander donc dès le début et en amont si par exemple on va faire un traitement ce que l'on appelle à chaud ou à froid des données, est-ce que donc on a besoin d'avoir une information donc immédiate pour pouvoir hein, donc réagir et prendre une décision, ou plutôt un traitement à froid? Et pourquoi se poser hein, ce type de questions? Parce que derrière va dépendre le choix technologique. Voilà, plutôt opter sur des réseaux bas débit du type hein, Sigfox ou LoRa, et
également déterminer donc la localisation des appareils. Est-ce que ça va être des boîtiers qui vont être disposés donc en profondeur, auquel cas il faudra adapter et faire le choix d'un type de batterie plutôt qu'un autre. Donc ces questions sont primordiales pour être sûr donc de ne pas rencontrer donc des contraintes techniques par la suite, surtout lorsque vient donc le quatrième point, la période de test donc sur le terrain avant donc de partir sur une mise en production, un déploiement global. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper au maximum le déploiement. Voilà. Et donc peut-être on va avoir justement plein de questions à se poser, justement pour s'assurer qu'on y réponde bien et que le projet se déroule comme il faut. Oui, donc là, lorsqu'on on part sur la conception donc du service, c'est se demander donc quels sont les services dont nous avons besoin. Est-ce que l'on possède les compétences électroniques nécessaires pour concevoir l'objet? Et sinon, où les trouver? Cela revient à dire, par exemple, à faire appel à une société donc telle que Synox, qui donc met à disposition donc de ses clients tout son réseau de partenaires et de fabricants. Voilà. Après donc vient donc la collecte des données. Donc là, il faut se demander de quelles données allons-nous avoir besoin, qu'est-ce que l'on peut collecter et surtout donc à quelle fréquence, parce que se pose la question donc de l'usage donc des batteries, voilà donc et ça revient donc à parler de la maintenance également donc des appareils et donc pour quel volume d'objets. Voilà, donc est-ce qu'il s'agit donc de 500 objets, donc de milliers d'objets? C'est tout un tas de questions donc à se poser en amont. Ensuite vient la gestion des réseaux d'objets connectés. Quelle technologie donc est la plus adaptée donc pour le cas d'usage choisi? Comment allons-nous gérer cet objet donc en termes de maintenance et de déploiement? Voilà, est-ce que donc on va pouvoir modifier leur façon d'émettre donc des données donc à distance, chose qu'il est possible de faire donc directement depuis donc le portail que nous mettons à disposition de nos clients. Et après, point important, l'aspect sécurité. Voilà, comment ces données vont être protégées en sachant qu'aujourd'hui, la plupart des attaques, donc les cyberattaques, sont surtout ciblées sur les appareils connectés. Voilà, de par le volume donc qu'il y a, et le nombre d'appareils connectés qu'il y aura donc à l'horizon 2020. D'ailleurs, sur ce point, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, notre webinaire sur la sécurité qu'on avait fait auparavant avec notre directeur technique. Alors, une fois les données donc collectées et traitées, voir donc où seront donc stockées donc ces données. Est-ce que ces données vont être stockées donc en interne ou via un service cloud? Comment elles vont être traitées et surtout comment elles vont être affichées et restituées par la suite. Pour finir, et pour ce qui concerne le développement du service, c'est qui va développer l'application derrière cette restitution d'informations, quelles en sont les exigences et surtout donc comment l'intégrer, ce qui revient à dire l'interfacer entre les différents donc systèmes d'information. Et comment l'intégrer aussi humainement, c'est-à-dire vraiment prendre en compte l'expérience que vont avoir les gens Oui. pour récupérer ces données. Mmh. Donc du coup, maintenant, on va passer à la partie d'exemples de déploiement réussi. Alors, on a 2 exemples à vous montrer, ils sont pas forcément exhaustifs, mais l'idée, voilà, c'est de vous montrer un petit peu, nous, notre façon de faire et comment on a abordé ces sujets-là. Donc, on a pris évidemment le cas d'école de la consommation en eau, parce que, comme vous le savez peut-être, la consommation en eau a été l'un des premiers cas d'usage de développement des réseaux bas débit. Donc, c'est pour répondre à ce cas d'usage-là que quasiment ces réseaux ont été créés. Donc, du coup, là, sur ce client-là, il avait besoin justement d'optimiser sa consommation en eau et sa gestion surtout, pour avoir une remontée automatisée, en fait. Donc, on a vraiment clairement défini cet objectif-là, d'automatiser cette remontée.
L'idée, c'est de d'intégrer cet objectif-là dans un business model pour que derrière, après, le client puisse ressortir finalement son ROI. C'est vraiment très important d'avoir conscience des gains qui sont effectués, alors que ce soit financier ou même après dans le temps, sur tous les moyens, etc. Euh, En ce qui concerne les capteurs à déployer sur de la consommation en eau, on va avoir différents choix à faire. Aujourd'hui, les compteurs d'eau sont changés approximativement tous les 15 ans. Donc, du coup, il faut savoir aussi si ce déploiement s'effectue dans le cadre d'un changement de compteur d'eau ou bien si on vient équiper les compteurs d'eau existants. Donc là, on va avoir deux types d'objets, entre guillemets. Donc, soit si on vient rajouter des compteurs d'eau qui sont déjà connectés ou qui sont clés en main, si je puis dire, soit on vient rajouter une tête de lecture sur le compteur existant, puis avec un module, là, comme on le voit sur la photo, on va voir la remontée qui se fait via un réseau LoRaWAN. Donc ça, déjà, il y a ce choix à faire. Ensuite, sur le choix du réseau, donc comme je vous le disais, là, les réseaux bas débit ont été faits quasiment pour ce cas d'usage. Donc du coup, là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. C'est vraiment c'est vraiment fait pour ce cas d'usage. Reste à choisir après entre le LoRaWAN et le Sigfox. Je pense que là, ça va venir dépendre aussi beaucoup de la connaissance des objets en eux-mêmes, et puis donc de la connectivité disponible. Sur ce cas d'usage-là, nous, on est parti sur du LoRaWAN. Via un réseau, alors on peut avoir le choix donc, du réseau LoRaWAN, réseau privé ou bien réseau opéré. Aujourd'hui, donc, que sont Objet News ou Orange sur la partie LoRaWAN, peuvent nous permettre de déployer rapidement des compteurs d'eau. Après, on peut avoir un souci de souveraineté de la donnée, où à ce moment-là, la donnée doit rester vraiment confinée, ne doit pas partir dans le cloud, etc. À ce moment-là, on peut venir déployer un réseau LoRa privé avec des antennes propres qui restent sur le réseau qui est complètement fermé. Donc ça aussi, ça va être un choix à déterminer. Évidemment, surtout sur ce cas d'usage-là, il est nécessaire de tester la portée et la connectivité effective sur le terrain. Donc, c'est nécessaire de venir avec un testeur et de se dire, OK, le compteur d'eau est placé en sous-sol, sous une trappe en fonte, etc. C'est vraiment important de tester dans les conditions de remontée effective. Donc ça, c'est une étape à surtout ne pas manquer. Et puis ensuite, on va avoir tout le déploiement. Donc pour passer du prototype, du test à la version industrielle, c'est important aussi de savoir bien s'entourer d'installateurs qui connaissent justement ces processus. Et puis ensuite, on va pouvoir superviser notre réseau une fois qu'il va être installé. Donc voilà, on a tout le process au niveau projet, en fait, tout le déploiement qui s'est effectué de cette façon-là. Maintenant, je vais peut-être laisser Yannick nous présenter le deuxième cas d'usage. Alors moi, je vais prendre comme cas d'usage un client, donc une collectivité, qui est responsable donc du salage des routes. C'est pas trop d'actualité vu la météo, mais... Oui, voilà. Donc là, l'activité, elle ne bat pas son plein, comme vous pouvez l'imaginer. Alors là, le besoin était simple. C'est donc ils sont responsables du salage des routes et le but, c'était d'optimiser l'intervention donc sur place, donc avec les saleuses et pour limiter et réduire le nombre, de déplacements, on va dire, inutiles entre guillemets, là où finalement il n'y avait pas donc de givre sur la route. Alors on est parti donc de cette idée-là et conjointement avec eux, donc on les a orientés vers un capteur qui répondait donc à leurs besoins en termes de collecte de données de température et d'humidité. À leur demande, et nous avons été un petit peu plus loin puisqu'on a eu une approche également au niveau du data analytique où nous avons donc développé un algorithme qui a pu donc déterminer à l'aide de de ces deux informations, déterminer le point de givrage. Voilà. Et donc là, finalement, on a transformé la donnée de sorte à ce que ça puisse être pertinent
clients donc au niveau de leurs outils afin de mettre en place des alertes et savoir à quel moment ils doivent intervenir donc sur site et pour optimiser donc les tournées hein, sur terrain. Oui, ça c'est important à voir en fait que parfois, la donnée qui est remontée, on n'arrive pas forcément à remonter la donnée pertinente qui est nécessaire directement. Parfois, il est nécessaire d'en remonter plusieurs pour pouvoir justement en faire un indicateur. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, c'est là où voilà, c'est très important de créer cette valeur-là Oui. et d'arriver vraiment à produire la donnée qui est demandée initialement Voilà. par rapport aux besoins. Parce que finalement, là, le challenge n'était pas hein, simplement de faire remonter de ces informations-là, hein, la température et l'humidité. C'était juste à quel moment cette donnée va être intéressante à exploiter. Exactement. D'où le but d'apporter donc au niveau du data analytic un algorithme donc qui a permis de répondre à leurs besoins. Et en termes de choix technologiques, là, nous les avons orientés plutôt vers un réseau opéré pour une raison simple, c'est que là, on parle de routes hein, donc à l'échelle d'un département. Donc forcément, on a dû se baser sur une infrastructure existante et le moyen le plus simple de le faire, c'était de faire le choix d'un réseau opéré. Ça marche. Donc du coup, ce qui est important vraiment de voir là, c'est aussi le partenariat avec des acteurs dans l'IoT. Comme on le disait au début, hein, c'est un milieu qui est vraiment spécifique. C'est extrêmement technique et bon, ben voilà, quand c'est pas notre métier, à un moment donné, il faut aussi savoir se faire accompagner. Je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet. C'est bien aussi de faire des tests en interne. C'est très bien de se confronter justement à toutes ces questions qu'on a vues tout à l'heure. Et bon, on revient vite après, je pense, sur des personnes bah, comme nous hein, qui proposent justement ce genre de service. Donc du coup, peut-être pour résumer un petit peu les étapes du projet IoT, Yannick. Là, justement, cette slide, elle est assez intéressante parce qu'elle montre un tout petit peu donc tout le cheminement de la donnée jusqu'à la restitution donc sur une plateforme de visualisation, donc soit la nôtre ou celle d'un client. On voit que l'on part donc de la mesure même hein, d'un objet connecté et on voit donc le cheminement, c'est-à-dire comment cette information va remonter donc par le biais de différents capteurs et bien sûr par le biais hein, donc d'un réseau donc choisi donc en amont donc avec le client, que ce soit donc du LoRa, du Sigfox ou d'autres du cellulaire, hein, voilà, en sachant que Synox est agnostique hein, donc sur toutes ces technologies-là. Donc nous ne faisons qu'accompagner nos clients et nous sommes hein, donc à mesure donc de pouvoir donc oui, les aider dans leur choix. exactement. Donc une fois donc ces données, on voit le cheminement. Donc une fois qu'on a collecté cette information arrive donc sur notre plateforme donc Sum2M IoT et donc vient ensuite donc une autre phase de routage, savoir si le client donc souhaite mettre en place par exemple donc une partie data analytique, auquel cas on renvoie cette information vers ce type de service pour donc ajouter une partie intelligence hein, donc et exploitation de la donnée avant restitution. Donc soit sur notre portail de visualisation, donc DataVis, ou soit donc directement via le système d'information du client. Tout à fait. Donc, je pense que vous l'aurez compris tout au long de ces webinaires, hein, ce qu'on a un petit peu voulu vous transmettre aujourd'hui, c'est que finalement, le vrai secret d'un projet IoT, c'est pas seulement de déployer un réseau d'objets connectés, c'est vraiment ce qu'on va en faire. Et au final, c'est prendre conscience que la valeur, elle est vraiment dans la donnée et j'irai même plus loin dans ce qu'on va faire de la donnée. C'est vraiment, ça reste, je pense, le point d'orgue sur lequel se baser c'est la donnée en elle-même et ce qu'on va faire et ce qu'on va engendrer derrière comme service, ce qui va transformer aussi au sein de l'entreprise ou au sein de nos clients. C'est très, très important d'avoir cette conscience-là. D'ailleurs, moi, je peux prendre un exemple, Laurie, c'est une success story, hein, donc dans le projet, enfin dans le monde de l'IoT, c'est la société Bosch qui a fait le choix donc de connecter des perceuses. Et alors l'erreur pour eux aurait été de simplement donc de laisser cette information à disposition de l'utilisateur, mais ils ont fait le choix donc de faire remonter ces données donc via un service cloud. Et pourquoi? Parce que le client, du coup, par le biais hein, donc
de cheminement est informé lorsqu'il perce autre chose que ce à quoi il avait souscrit Ouais, donc au niveau de ce contrat. lorsqu'il loue Voilà, tout à fait. un device. Et donc du coup, en perçant sur un autre matériau que ce qui était prévu donc sur le contrat de location, il est notifié donc sur son téléphone pour l'alerter donc d'une surfacturation. Voilà. Et donc là, finalement, on voit que la difficulté n'était pas simplement que de faire remonter une information directement donc au client, mais c'est surtout ce qu'il fallait en faire derrière. Mmh. Et là, on voit finalement que ça crée un nouveau cas d'usage et avec donc bien sûr l'idée donc de ne pas créer, d'engendrer de frustration chez le client lorsque la facture, il faut la régler. Tout à fait. Donc en fait, finalement, on voit bien que la difficulté, elle n'est pas seulement technique, mais elle Mmh. est vraiment dans le cas d'usage et dans le service qu'on va mettre autour, Tout à finalement. fait. Et donc même du business model Mmh. à choisir. Tout à fait. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la partie chat. On va essayer d'y répondre tout de suite. Alors j'essaye de regarder si je vois des questions. Il me semble. Alors, je vois un bonjour, mais je vois pas de questions. Alors, est-ce qu'on peut les afficher? Ah si, ça y est. Alors, c'est très petit, on va essayer de décrypter. Pour une géolocalisation Sigfox ou GSM. Alors, j'imagine que la question, c'est le choix pour faire de la géoloc. Est-ce qu'on utiliserait plutôt du cellulaire ou bien des réseaux bas débit? Pour répondre à la question, moi, je dirais que ça dépend vraiment, encore une fois, du cas d'usage. C'est-à-dire que si on va avoir besoin d'une précision très, très importante, à ce moment-là, il vaut mieux rester sur du cellulaire classique. Une précision et pas de contrainte en termes de batterie. Alors que si c'est l'inverse, si on a une contrainte en termes de batterie et qu'on est moins précis, et encore on peut intégrer du GPS dans du bas débit, à ce moment-là, on va pouvoir venir faire du Sigfox. Alors, Sigfox, c'est particulier parce que pour le coup, c'est complètement opéré, mais en LoRa, effectivement, il n'y a aucun souci pour faire ce genre de choses. On peut même faire du GPS LoRa, puisque nous, on l'a fait pour la métropole de Montpellier, où on a connecté les vélos en libre service. C'est pour ça que pour cette question-là, on va revenir vraiment donc à quelle fréquence on souhaite donc faire remonter les données, puisque sur du réseau cellulaire, comme les appareils sont constamment donc à l'écoute du réseau, cela sollicite davantage la batterie et donc se posera la question de la maintenance. C'est-à-dire si maintenant le client est prêt donc à remplacer de manière régulière les batteries, donc on peut partir sur du cellulaire. Après, si maintenant on est sur des boîtiers disposés donc en profondeur, peut-être plutôt s'orienter vers du Sigfox où voilà, le boîtier sera toujours localisé, peut-être avec moins de précision, mais au moins il répondra à la contrainte du choix de la batterie. Ah, j'en vois une autre. Géolocalisation pour les personnes. Alors j'ai l'impression que je vois pas les questions en entier, je suis désolée. Géolocalisation pour les personnes. Alors pour le moment, nous, on n'a pas du tout eu ce cas d'usage-là. Évidemment, vous devez être sensibilisé au RGPD, donc à ce niveau-là, je pense que non seulement la localisation est une donnée sensible, sans avoir, même si ce n'est pas sur une personne, alors sur une personne, j'imagine que c'est encore plus sensible. Là-dessus. Je vais pouvoir y répondre puisque Ouais. c'est quelque chose que l'on propose déjà donc sur un service Synox, c'est par exemple tout ce qui est traçabilité donc de personnes détachées, voilà. Ah oui, Et, c'est. et là effectivement donc si donc c'est le choix technologique qui est à faire de par on va dire la fréquence des informations donc à remonter. Voilà, il s'agirait donc plutôt donc de réseaux cellulaires, voilà. Et avec donc des appareils mobiles du type un tout petit peu donc téléphone portable pour collecter les données et les faire remonter ensuite. Alors, on a une autre question. Alors, qui est un peu plus longue, mais alors du coup, il faut que j'aille au bout. Pensez-vous vraiment qu'un réseau privé IoT en LoRaWAN soit vraiment opportun, sachant qu'aujourd'hui, comme les réseaux opérateurs classiques, les réseaux LoRaWAN managés
sont disponibles dans la grande majorité des secteurs et sachant que l'anonymisation des données sont des garanties données par les opérateurs. Alors effectivement, ce sont des garanties données par les opérateurs. Maintenant, on va trouver toujours des gens qui ont cette problématique de conserver la donnée vraiment en interne. La donnée ne doit pas sortir et nous, à ce moment-là, on va pouvoir fournir des solutions donc en réseau LoRa privé ou bien même en utilisant notre solution SoSecure. Donc là, peut-être que Yannick, toi, tu peux plus en parler. Oui. Et bon, après, nous, de toute façon, que le choix soit fait donc au niveau donc d'un réseau LoRa privé ou de réseau opéré, Mhm. l'idée donc bien sûr, hein, donc c'est de protéger donc les données donc par le biais donc d'infrastructures donc VPN et de sorte à ce que finalement l'idée hein, chez Synox, c'est de créer une sorte de réseau donc VPN à l'échelle nationale. Voilà. Donc, en voyant donc avec le client s'il faut donc autoriser certaines sorties donc vers le web ou non. Voilà. Donc, mais bien sûr que ça c'est un point central et que l'on a conçu donc dans nos solutions. Mhm. Après, sur le côté LoRa privé, je pense qu'il y a aussi d'autres avantages à déployer un réseau LoRa privé. Typiquement, les opérateurs, pour que les objets remontent, on va avoir besoin d'une certaine certification. Dans un réseau LoRa privé, à ce moment-là, on peut peut-être s'affranchir de cette certification, entre guillemets, puisqu'il faut quand même respecter un certain nombre de normes hein, quand même. Mais donc, du coup, ça va peut-être être plus favorable à un certain contexte, notamment dans l'expérimentation. Sur un territoire, par exemple, les entreprises peuvent venir faire elles-mêmes leurs expérimentations sur le réseau du territoire. Et à ce moment-là, on n'a pas ce besoin-là forcément de certification auprès de l'opérateur. Après, s'il s'agit simplement donc de couvrir hein, donc un site comme un entrepôt Mhm. à petite échelle, Tout à fait. là effectivement donc ça prendrait sens donc de partir sur du réseau LoRa donc privé, puisque finalement le nombre de passerelles ou de capteurs hein, donc à installer serait plutôt minime. Et là effectivement donc il est peut-être intéressant de s'affranchir de réseaux opérés. Mhm. Maintenant, si donc la zone hein, donc à couvrir est assez étendue, voilà, nous c'est pour ça qu'effectivement dans certains cas on recommande de partir donc sur un réseau opéré puisqu'on profite d'une infrastructure existante. Ouais. Après, comme tu l'as si bien dit donc Laurie, cela n'empêche qu'il reste quand même donc un degré de sécurité et de protection des données. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Donc, il me semble que c'était la dernière question. Si vous en voyez d'autres un peu plus tard, n'hésitez pas à nous contacter directement. Alors, il faut que je revienne sur le slide. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter directement, à aller visiter peut-être notre site web. Et puis, on essaiera de répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Donc, voilà, n'hésitez pas surtout. Et puis, merci de votre participation. Et à bientôt, j'espère. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.